Une personne qui ne respecte pas ses obligations en matière de santé et de sécurité du travail peut-elle être poursuivie au pénal et ou au criminel? Absolument. En fait, il y a 2 volets au pénal, en vertu de l'article 236, premièrement. Quiconque omet de respecter ses obligations, que ce soit l'employeur ou les travailleurs, peut être poursuivi par la CSST et être condamné à des amendes. En vertu de l'article 237, quiconque met en péril la santé et la sécurité au travail des travailleurs peut également, en vertu de cette disposition, être également poursuivi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les amendes ont été substantiellement augmentées, ce qui fait en sorte qu'en vertu de l'article 237 de la loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles, les amendes peuvent être maintenant, vont jusqu'à concurrence de 300 000 $ pour une récidive. Alors, c'est important et substantiel. En ce qui a trait au code criminel, tout le monde a entendu parler qu'en mars 2004, le code criminel a été modifié, les articles 217.1 et suivants, qui dit maintenant que quiconque qui a un devoir de gérer l'exécution d'un travail doit s'assurer de la santé et de la sécurité des travailleurs et il peut, s'il omet de rencontrer ses obligations, donc s'il omet de faire quelque chose que la loi lui impute ou s'il fait quelque chose susceptible de porter atteinte à la santé et la sécurité des travailleurs et qu'il fait preuve de témérité, peut être poursuivi au criminel. Alors là, c'est une autre chose. En vertu du pénal, c'est la CSST qui est poursuivante et des amendes peuvent être octroyées par le tribunal. Au criminel, il y a également des amendes, mais ça peut être la privation de la liberté de quelqu'un parce qu'il peut y avoir également, dans certaines circonstances, une peine d'emprisonnement. Nous avons quelques précédents depuis 2004, dont un en juillet 2012, où une amende de 200 000 $ a été octroyée en Ontario. On sait que le code criminel, c'est fédéral, alors il s'applique à toutes les provinces. Et le tribunal a condamné à 200 000 $ l'entreprise parce que des travailleurs n'étaient pas attachés et sont décédés. 5 travailleurs en Ontario dans la construction sont décédés. Alors, oui, nous pouvons, et quiconque peut être poursuivi tant au pénal et au criminel. Un employeur dont les activités s'exercent dans un ou des environnements à risque peut-il obliger ses employés à subir un test de dépistage pour alcool et drogue? Oui, mais dans certaines circonstances. Ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de tests de dépistage, souvent ça crée des remous, ça crée des contestations et c'est un sujet très émotif. Je pense qu'on peut résumer et simplifier cette question-là comme suit. Par les enseignements de la décision Goodyear de la Cour d'appel rendue en 2007 où certaines balises au Québec ont été établies pour les tests de dépistage et les politiques d'alcool-drogue en milieu de travail. On peut résumer ceci comme suit. Dans les tests pré-embauche, le test de dépistage peut être possible si le poste que le candidat désire est un poste qui s'exerce dans un environnement au point de vue de la santé et sécurité qui est à risque. Et il est bien suggéré d'avoir une politique déjà en vigueur de tolérance zéro au sujet de cet environnement à risque. Alors, l'employeur pourrait l'exiger. Deuxième situation, c'est lorsqu'il y a des tests aléatoires. Dans certaines circonstances, les tribunaux ont permis que l'employeur fasse des tests de dépistage de façon aléatoire, mais le fardeau est assez élevé pour un employeur qui veut le faire. Il doit démontrer qu'il y a premièrement, un environnement à risque, donc il y a un danger potentiel pour les travailleurs, mais également qu'il existe un problème de consommation dans son usine ou dans son organisation qui pourrait mettre à risque la santé et la sécurité des travailleurs. Le fardeau est quand même assez élevé, les tests que l'on dit, les tests au hasard. Troisième situation, dans le cas où un employeur a des motifs raisonnables et probables, j'emploie les termes utilisés par les tribunaux, de croire qu'un employé qui est sur les lieux du travail, soit qu'il est
pris en possession de substances illégales ou d'alcool, ou qu'il démontre des signes objectifs, c'est important de noter des signes objectifs d'intoxication. Alors, les signes objectifs, les experts en toxicomanie nous indiquent qu'ils sont quand même bien spécifiés et doivent être remarqués et notés par l'employeur ou les gestionnaires. Quatrième situation, il s'agit dans le cas où un accident grave serait survenu sur les lieux du travail et que l'employeur a des motifs raisonnables et probables de croire que cet accident-là, la cause probable est l'intoxication des travailleurs qui sont en cause. Vous comprendrez qu'en quelques secondes, résumer tous ces critères, on doit être prudent et il existe des nuances pour chacun de ces critères-là, mais il s'agit, disons, grosso modo, des circonstances dans lesquelles un employeur peut exiger un test de dépistage. Il faut être prudent. Quoi faire avec le résultat du test? Par exemple, un employé qui pourrait tester positif au cannabis, sachant que le cannabis peut être détecté plusieurs semaines après la consommation et que l'employé justifie ceci à l'effet qu'il s'agit d'une erreur de jeunesse ou d'un essai en particulier, mais qu'il n'est pas du tout quelqu'un aux prises avec des problèmes de consommation. La décision qu'aura à prendre l'employeur à son égard peut être difficile. Alors, oui, un employeur peut faire des tests. Oui, nous pouvons utiliser le résultat des tests. Il faut être bien prudent dans la façon dont l'employeur va utiliser le résultat qu'il obtiendra. Comment obtenir avec succès un transfert d'imputation des coûts reliés à une lésion professionnelle conformément à l'article 326, faute d'un tiers, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles? Alors, l'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles est une disposition probablement méconnue et sous-utilisée. Il s'agit d'une disposition, en fait, qui permet à un employeur pour lequel un de ses travailleurs a subi un accident de travail, de demander le transfert des coûts, non pas un pourcentage des coûts qui lui est imputé dû à l'accident, mais la totalité des coûts, soit aux employeurs de toutes les unités de classification de la CSST ou aux employeurs de l'unité de l'employeur qui se trouve à être, entre guillemets, responsable de l'accident. Comme vous savez, au Québec, on a un régime de responsabilité sans faute en matière d'accident de travail. Donc, on ne recherche pas un responsable ou entraîner la responsabilité de quelqu'un, mais l'employeur peut démontrer que l'accident que son travailleur a subi est attribuable. C'est vraiment le terme employé par la jurisprudence, est attribuable à un tiers. Alors, il doit, premièrement, y avoir un tiers, ce qui veut dire que ça prend quelqu'un d'autre, que ce soit quelqu'un ou une autre entreprise, voire même quelqu'un non identifiable, donc un tiers pour dont la responsabilité lui est attribuée de l'accident. Mais l'employeur doit démontrer aussi que cet accident qui lui est imputé c'est injuste pour lui, c'est vraiment le terme injuste, que les coûts de l'accident lui soient totalement imputés. Alors, pour ce faire, l'injustice est un peu un concept intangible, mais c'est vraiment une preuve factuelle. Alors, il faut démontrer les circonstances de la survenance de l'événement et à savoir si c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel, une situation très rare et qui arrive très rarement au sein de cet employeur. Comme référence, en 2012, il y a une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles pour la décision qui est intervenue au sein de services d'entretien et distinction où la CLP fait un très bon résumé de la jurisprudence pour les critères à retenir pour que le transfert des coûts puisse être obtenu de la part d'un employeur qui en fait la demande. Quels sont les
critères pour qu'une lésion psychologique soit reconnue et indemnisée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'allégations de harcèlement psychologique. Il est important ici de faire une distinction entre une réclamation à la CSST pour lésions psychologiques dues à du harcèlement psychologique. Les critères sont bien différents d'une réclamation de quelqu'un pour harcèlement psychologique en vertu de la loi sur les normes du travail. Alors ici, ce sur quoi je souhaite vous entretenir, c'est vraiment quelqu'un qui fait une réclamation à la CSST, disant être victime de harcèlement psychologique et ayant un diagnostic psychologique ou psychiatrique qui est posé. Ce que la Commission des lésions professionnelles retient, ce n'est pas les mêmes critères. Il faut un petit peu s'en détacher, malgré le fait qu'il y a quand même apparence de similitude. Il faut démontrer, premièrement, que le travailleur a été victime d'un accident de travail, soit d'un événement imprévu et soudain, au sens de l'article 2 de la loi. Un événement imprévu et soudain pour du harcèlement, c'est extrêmement factuel. Il faut que la personne réussisse à démontrer qu'elle a été mise dans une situation hors du commun, que la situation qu'elle a vécue n'est pas une situation normale en relation de travail et que ça dépasse le cadre acceptable d'une relation entre son employeur et l'employé. Alors, il s'agit d'une preuve extrêmement factuelle. La Commission des lésions professionnelles exige aussi comme fardeau de preuve que la personne qui allègue en avoir subi puisse démontrer que la situation entraîne le diagnostic et la situation est une situation agressante au point où une autre personne raisonnable, entre guillemets, dans les mêmes circonstances, aurait réagi de la même façon. Il y a de la jurisprudence en abondance sur cette question-là et je pense que le truc ou l'idée dans ces dossiers-là où il y a allégation d'harcèlement, c'est vraiment de regarder la preuve, je les appelle les dossiers faits à la petite cuillère, la preuve en détail, chaque fait et geste prend son importance et la preuve qui doit être faite devant la Commission des lésions professionnelles est souvent longue, ardue, disons-le, très émotive, donc pénible dans certaines circonstances, mais ce fardeau-là est souvent discuté par les décisions de la Commission des lésions professionnelles et on peut retrouver dans ces décisions-là plusieurs critères qui peuvent être rencontrés et qui doivent être rencontrés pour que quelqu'un puisse faire une réclamation avec succès.